Bonjour, François Chaumartin. Je suis de la société Proxem. Alors, rien qu'avec un nom comme ça, on se rend compte qu'on est plutôt un acteur technologique qu'un acteur du tourisme. Mais je vais quand même vous parler de, justement, le sujet de la journée, comment les big data peuvent permettre de booster aux stéroïdes, finalement, des cas d'usage dans le domaine du tourisme. En vous présentant plus particulièrement le projet Tourinflux, qui est un projet de recherche financé dans le cadre du concours des programmes d'investissement d'avenir et que l'on réalise en partenariat avec la société Silabs, le laboratoire d'informatique de La Rochelle et la Proged, et sous la labellisation de Cap Digital. Alors, pour vous présenter Proxem en quelques mots, on a été classé il y a 2-3 semaines par le journal du Net dans les top 20 acteurs des big data à suivre en France. Et notre spécificité, c'est d'aller exploiter les big data textuels, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans du texte. Notre métier de base, c'est de venir extraire de l'information de texte écrit par des humains. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui à la fois le projet Tourinflux et soulever un petit peu le capot pour vous parler des technologies sous-jacentes, sans utiliser de gros mots. Pour dire un petit mot sur l'activité de Proxem dans l'analyse des big data textuels, aujourd'hui on a identifié des cas d'usage à la fois dans la relation client, pour aider des marques et des entreprises à mieux comprendre les attentes des consommateurs pour les traduire en produits et services mieux adaptés. Et c'est dans ce cadre-là, disons, qu'on intervient dans le domaine du tourisme, notamment pour faire l'analyse des retours de consommateurs sur des grandes enseignes de tourisme. On fait également l'étude d'enquête et de sondage, des études stratégiques, souvent en 2, 3, 4, 10 langues, pour aider notamment des sociétés industrielles à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur un marché global. Alors ça également, ça peut être intéressant dans le domaine du tourisme, j'y reviendrai dans un instant. Et enfin, pour la petite histoire, on a également une activité dans les ressources humaines, on est notamment le cœur du nouveau moteur de recherche sémantique de l'APEC. Alors, le tourisme, vous en êtes tous convaincus, c'est un secteur majeur de l'économie qui permet en plus aujourd'hui de créer de l'emploi, de créer du chiffre d'affaires. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre une vision idéalisée que peuvent avoir les acteurs institutionnels sur leur territoire et la perception réelle du public. Et donc, l'un des axes qui a permis la création de Tourinflux, c'est de dire qu'analyser ces grandes quantités de retours textuels, notamment des avis de touristes sur là où ils ont passé leurs vacances, leurs attentes, ce qu'ils aimeraient avoir en termes d'infrastructures, en termes de gastronomie, en termes de sport, en termes de visites touristiques, donc à un niveau un petit peu macroscopique, mais également leur perception à un niveau très local sur des restaurants, des hôtels. Arriver à collecter et analyser toutes ces données permet de rectifier cet écart et finalement de prendre de meilleures décisions pour valoriser son territoire. Alors, les volumes de données non structurées, c'est-à-dire du texte disponible, sont absolument colossaux, que ce soit sur des réseaux sociaux nouvelles modes comme Twitter ou Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux à l'ancienne comme les blogs, les forums. L'ensemble des données exprimées aujourd'hui sur Internet représente plus de 100 milliards de pages sur les données publiques. Donc les difficultés, c'est d'une part aller chercher ce qui va pouvoir intéresser les responsables d'une région, d'un département, d'un territoire, avec un niveau de granularité fine, et ensuite d'arriver à déterminer est-ce que ça parle bien de tourisme, par exemple par opposition à est-ce que c'est une description historique dans un roman, qui n'a pas du tout la même actualité ni le même intérêt, et d'arriver à en sortir finalement des facteurs de prise de décision. Et si possible, tout ça en temps réel, et si possible, tout ça en plusieurs langues. Et donc l'objectif de Citra, c'est de produire un tableau de bord pour visualiser en temps réel l'irréputation d'un territoire. Bon, ça c'est l'affiche qu'on avait faite qui donne un petit peu la vision. Il y a à la fois donc la collecte de centaines de milliers, de dizaines de milliers de commentaires en français, en anglais,
en espagnol, en d'autres langues. Et l'objectif de Tourinflux, c'est de fournir aux différents décideurs, aux différents niveaux, un tableau de bord pour visualiser toutes ces informations et répondre à des questions très basiques, mais également très fondamentales, comme quelle est la valeur de mon offre? Est-ce qu'on parle de ma destination après les vacances? Est-ce que j'ai touché la clientèle visée avec ma politique de communication? Éventuellement de répondre à des questions vraiment stratégiques comme pourquoi les réservations ont diminué de 10% par rapport à il y a 2 ans. Et pour rendre toutes ces actions possibles, on s'appuie sur énormément de technologies pour faire la collecte du web, donc ce qu'on appelle du web mining, et ensuite venir comprendre du texte à travers des technologies de text mining, de data mining, de web sémantique, etc. Alors l'un des livrables très opérationnels, c'est, comme je l'ai indiqué, un tableau de bord. Là, on a, disons, quelques données de quelques régions qu'on a récupérées donc, autour de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, l'Auvergne, Rhône-Alpes, etc. Et puis, on vient déterminer finalement sur des dizaines ou des centaines de milliers de conversations quelles sont les thématiques dont on parle. Est-ce que, par exemple, c'est relatif à la géographie, au sport, à l'histoire, à la flore, aux activités, au type d'hébergement, à tout ce qui est agriculture? Si on fait un zoom par exemple sur les activités qui sont citées, est-ce que c'est se balader, aller à la plage, à la bibliothèque, aller à la chasse, faire les marchés? Les activités sportives, est-ce que c'est faire de la randonnée, aller à la piscine, aller à la pêche? D'où est-ce que ça vient? Quelles sont les villes qui sont citées? Avec la possibilité, quand on va cliquer sur un élément, de faire ce qu'on appelle du drill down, c'est-à-dire de croiser plusieurs axes. Par exemple, de venir poser la question spécifiquement sur la Normandie, qu'est-ce qui apparaît en premier, d'aller cibler une zone, d'aller cibler une période de temps, et au final, en cliquant sur un histogramme, d'arriver jusqu'au verbatim qui ont permis, jusqu'au texte, qui ont permis de calculer cet indicateur numérique. Alors ça, c'est un point important, parce que dans beaucoup de systèmes qui donnent des statistiques, on ne fournit pas la possibilité de redescendre jusqu'au paquet de textes, 10, 20, 30 textes qui permettent d'expliquer et de comprendre un phénomène. Il peut y avoir un phénomène d'opacité, ou il y a d'autres phénomènes qui interviennent également quand on fait de l'analyse textuelle, c'est qu'on a par exemple un avis extrêmement féroce sur un endroit, qui peut créer un effet épiphénoménal ou un effet anecdotique. Mais s'il n'y a qu'une personne qui a eu un problème et qui s'est exprimée d'une façon très vive, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème non plus. Donc être en mesure de mesurer et de mesurer l'évolution dans le temps, c'est ce qui permet de prendre de meilleures décisions. Alors tout ce qui est big data, on en entend parler depuis longtemps, disons depuis quelques années maintenant, avec un triptyque avec 3 V célèbres. On est aujourd'hui confronté à un volume de données qui devient vraiment colossal. Vous voyez, à l'échelle humaine, un morceau de musique stocké sur votre ordinateur, c'est de l'ordre du mégaoctet. Un film sur un DVD, c'est de l'ordre du gigaoctet. La capacité de votre disque dur, c'est de l'ordre du téraoctet. Le pétaoctet, c'est-à-dire 1000 fois plus, qu'est-ce que c'est? Si vous allez au rayon de la FNAC de disques durs, vous regardez autour de vous, il y a à peu près 1000 disques durs, c'est un pétaoctet. Et puis après, il y a l'hexaoctet. Enfin, on arrive à du 10 puissance 15, 10 puissance 18 octets manipulables par l'humanité. Et l'humanité est rentrée il y a 2 ans dans l'ère du... Bon, alors je ne me souviens plus du nom de l'unité, mais voilà, je crois qu'on vise le iota-octet. Voilà, donc des quantités vraiment phénoménales. La vélocité, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes ces informations-là arrivent parfois très vite. Quand vous couvrez un événement grand public, mettons ce que l'on va dire autour d'une émission de télévision ou l'élection de Miss France, vous allez avoir entre 50 et 200 000 tweets. Arriver à lire ça à l'œil nu, ça devient un petit peu compliqué. C'est aussi facile que d'essayer de boire à une bouche d'incendie. Le flot est trop important. Et le dernier V classique, c'est tout ce qui concerne la variété des informations disponibles sur des réseaux sociaux, dans des mails, dans la feuille Excel, s'exprimant sur des objets très différents, dans des langues très diverses. En plus de ces 3 V classiques des big data, quand on va traiter des big data textuels, on propose d'en rajouter un 4e, qui est le V de verbatim, donc ce qui est écrit.
Et donc, étant donné un texte qui va décrire finalement une destination touristique, la première opération quand on va faire du text mining, ça va consister à prendre des stabilo-bus de couleurs différentes pour venir, entre guillemets, comprendre, je mets quand même des guillemets autour de comprendre, des éléments de sens. Et donc ça, c'est vraiment concrètement ce que l'on fait dans le cadre de Tourinflux. On vient donner des coups de stabilo-bus, mettons de couleur rouge, pour identifier des éléments de type sportif, randonnée, équitation, tennis, deltaplane, paraplane, etc. Des éléments de différentes couleurs, notamment bleu, pour identifier des éléments de type ville ou région, département, en jaune également, et d'autres éléments comme piscine, jardin, etc. Et plus on arrive à donner des coups de stabilo-bus, mieux on arrive, toujours avec des guillemets, à comprendre ce que dit un texte. À un niveau, disons, très unitaire, quelles sont les entités dont on parle, et ensuite, à un niveau un petit peu plus conceptuel, est-ce qu'on parle de prix, est-ce qu'on parle de qualité de l'accueil, de qualité du séjour, de propreté de la salle de bain, d'opinion favorable ou défavorable globalement, etc. Alors tout ça c'est imparfait. Ce qu'il faut bien comprendre, là on est dans une phase où il y a un vrai renouveau pour les technologies de l'intelligence artificielle, c'est que ce type d'intelligence reste justement artificiel et très lointain de ce que peut faire un être humain. D'une façon assez curieuse, nous on est des humains adultes, on se parle, on se comprend à peu près. Bon, parfois quand c'est dans une langue différente comme l'espagnol ou l'anglais, on hésite davantage, on peut demander à répéter. Et on oublie qu'on a épuisé la patience de nos parents pendant 3-4 ans avant de savoir parler et qu'on a fait 15 ans d'études avant de savoir faire du résumé de texte. Donc apprendre à la machine à comprendre le langage humain et ses infinies nuances, alors que la machine ne sait fondamentalement qu'additionner des 0 et des 1, c'est très très compliqué. Ça nécessite plein de maths, assez curieusement, on se ramène quand même à des problèmes mathématiques durs. Quand j'étais en maths sup et en maths spé et que j'apprenais l'extraction de valeurs propres de matrices de grande taille, je me disais que ça ne pouvait pas servir dans la vie de tous les jours. Bon, j'ai changé d'avis depuis. Ça peut servir à faire comprendre à la machine de langage humain, mais avec des tonnes de petits problèmes. Mais finalement, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des coups de stabilo-bus et on a transformé du texte dans une forme de carte d'identité. Finalement, on l'a transformé sous forme de données. C'est ça le text mining. Ça, on l'a fait sur un document. Maintenant, si on le fait sur 10, 100 000, 100 000 documents, en prenant du recul, eh bien, on transforme des centaines de textes ou des milliers de textes dans leur équivalent numérique. Et à ce moment-là, on peut basculer sur d'autres types de technologies qu'on appelle du data mining, où on va traiter plein d'indicateurs, trouver des corrélations, calculer ce qu'on appelle des scores de surreprésentation pour trouver finalement des affinités, pour identifier des scoops, voir quel est l'impact du temps. Est-ce que quelque chose a augmenté ou diminué par rapport au mois dernier, par rapport à l'an dernier? Et à partir de tout cela, on arrive à extraire des informations. Certaines de ces informations étant banales, par exemple en Auvergne, on mange de l'aligot. Bon, ça ne crée pas de scoop en tant que tel. Encore que, imaginez que vous êtes chinois ou vous êtes russe ou vous êtes brésilien et vous essayez de trouver pour votre population des destinations touristiques, vous allez peut-être découvrir la France sans savoir qu'on mange de l'aligot en Auvergne et le découvrir à cette occasion-là. Ou réciproquement, imaginons que vous proposiez des séjours en Chine. Entre le Sichuan et Pékin, vous avez une gastronomie qui est très différente. Vous allez peut-être redécouvrir des choses où la machine vous aidera à le faire. Donc il faut se méfier, disons, de la notion de banalité. La banalité, ce n'est jamais que ce qu'on connaît déjà nous. Voilà, et donc à partir du moment où on a fait du data mining et extrait plein d'informations, on peut faire de la data visualisation, fabriquer des tableaux de bord, fabriquer des graphes où on comprend mieux ce qui se passe, ou voir comment le temps influence les choses. C'est donc ça le terrain de jeu que l'on a sur Tourinflux, sachant qu'on rajoute 2 niveaux de complexité. Pardon, petit problème de slide. Le premier point, tout le monde parle ici français, probablement un petit peu anglais, éventuellement une deuxième langue européenne.
Peut-être que quelques-uns dans la salle ont appris de l'arabe, du chinois, du russe, du portugais, etc. Mais personne ne va parler toutes les langues. Et donc un vrai enjeu, ça consiste à dépasser la barrière des langues pour rendre compréhensible, eh bien, tout simplement ce que des touristes néerlandais vont dire à propos de Nice ou de la région PACA. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Alors, c'est un créneau sur lequel on se positionne depuis quelques mois avec des résultats parfois spectaculaires. Alors, pas forcément dans le domaine du tourisme, là on n'a pas encore assez de recul. Mais par exemple, on a aidé l'un de nos clients qui vend des vêtements de sport en Chine à analyser les retours des consommateurs chinois. Et dès qu'on a mis en place le système, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de rater le marché chinois sur l'adéquation entre la taille des manches et la taille de la capuche. La morphologie étant un petit peu différente. Et ça, ils ne le savaient tout simplement pas. Et dans les idées que l'on pourrait facilement mettre en œuvre, vous avez en plus ici bien vu qu'il y a une appétence pour le tourisme et le tourisme de masse chinois. On pourrait imaginer aller analyser ce que disent en masse les touristes chinois sur votre ville et votre région, de façon à trouver ce qu'ils sont plutôt attirés par la gastronomie, par le vin, par la mer ou par d'autres éléments. Ça, c'est aujourd'hui des choses qui sont presque faciles à faire. Et voilà, dernier point de... Pardon, je suis désolé, oui, j'ai un petit souci de slide. La dernière difficulté, c'est d'arriver à intégrer un grand nombre de canaux de nature très différente, comme on l'a dit. Les choses relativement faciles à faire, c'est de venir intégrer des flux Twitter ou des flux Facebook, en tout cas des pages publiques Facebook. Tout le reste est compliqué. Et on peut avoir de l'actualité, on peut avoir la feuille Excel qui traîne dans un coin où on a collecté quelques centaines d'avis, tout ce qui a été envoyé par mail spontanément, les questionnaires et sondages que l'on peut solliciter, et notoirement dans le cadre du tourisme, évidemment, les avis qui aujourd'hui sont postés sur un faible nombre de très grandes plateformes dont vous connaissez tous les noms, qui ont comme caractéristique d'être tous américains. Alors là, je fais une petite parenthèse, disons, de nature politique. Moi, ça me pose un souci qu'aujourd'hui, ce soit des grandes plateformes comme TripAdvisor, comme Booking, comme Hotel.com, qui viennent centraliser et détenir une forme de monopole d'accès à l'information sur, finalement, les avis touristiques. Et là, il y a peut-être une réflexion à mener au niveau du législateur pour rappeler que le droit d'auteur s'applique, et que finalement ce sont des touristes, des internautes, des citoyens qui ont déposé tous ces avis, et que ces avis, on ne peut pas faire un transfert de droits d'auteur et de propriété intellectuelle d'une façon finalement très unilatérale vers ces fameuses plateformes. Là, on est en plein renouveau actuellement dans le cadre de l'imagination de ce qu'on peut faire des données personnelles en Europe, où on a les CNIL qui sont à la fois, je gère ma schizophrénie à la fois de citoyens et de patrons de start-up, qui sont une bonne et une moins bonne chose, mais il y aura une vraie réflexion à faire pour faire en sorte que le législateur impose à ces grandes plateformes un droit d'ouverture et d'accès aux différents avis d'internautes et de touristes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aller collecter de l'information sur le web, c'est compliqué, et qu'analyser ces informations, c'est complexe? En premier, il y a effectivement ces histoires de monopole d'accès à l'information que vont avoir TripAdvisor, Booking, mais également, bien entendu, des gens comme Google. Et puis après, il y a le fait d'aller comprendre ce qui se dit, avec un exemple évident. Si vous cherchez à gérer la e-réputation de la ville d'Orange, vous allez être en conflit avec des gens qui ont plus de moyens publicitaires que vous. Et forcément, si vous collectez Orange sur le web, vous aurez davantage des choses qui vont parler de téléphonie mobile, éventuellement de couleurs, éventuellement de fruits, ou plus compliqués qui vont parler de tarte à l'orange, de canard à l'orange, d'agent orange, d'orange mécanique, etc. C'est ça la vraie difficulté, concrètement, du web mining et du text mining. Alors, dans le cadre de Tourinflux, qui, je le rappelle, est un projet de R&D, on a fait énormément de développement très technologique, on a déposé du brevet,
On a constitué des connaissances à très large échelle pour, étant donné un texte, être en mesure de comprendre globalement de quoi il parle et localement de quoi il parle. On a constitué des ressources à large échelle pour savoir par exemple que le safari de Peaugres est un parc zoologique, que le Ventoux est un vin qui est une boisson alcoolisée, qui est une boisson, qui est un liquide, etc. Et ça aujourd'hui, ça nous permet de collecter énormément d'informations. Monsieur a parlé de Citra tout à l'heure, hein, je précise qu'on connaît bien les gens de Citra et qu'on commence à regarder comment travailler sur leur descriptif, sur la partie finalement textuelle et des commentaires qui sont associés au POI, de façon à venir extraire plus d'informations que ce qui est disponible en standard, en données structurées. Et pour finir, disons, cette présentation, un dernier petit point dont je souhaite parler, qui est l'analyse d'opinion ou l'analyse de sentiment. Bon, ça c'est quelque chose qui est notoirement complexe. Vous voyez, quand on dit le restaurateur était aimable comme une porte de prison, là on a ce qu'on appelle un valence shifter, on a rajouté quelques mots et on a complètement changé le sens de la phrase. Si on dit l'Auvergne, enfin rien ne vaut l'Auvergne, alors vous allez comprendre pourquoi je parle d'Auvergne, hein. Avec les mêmes mots, on peut tout aussi bien dire l'Auvergne ne vaut rien. Oui, donc avec les mêmes mots, mais en fonction de l'ordre dans lequel on les place dans une phrase, ça peut en changer radicalement le sens. Donc l'analyse d'opinion, c'est une tâche qui est extrêmement complexe, avec plein de maths, des maths dures et des milliards de mots qui servent à faire ce qu'on appelle de l'apprentissage. On arrive aujourd'hui d'une façon complètement automatique à déterminer que tous ces couples adjectifs non sont plutôt positifs. Donc superbe balade, joli appartement, joli château, paysage splendide. Et de même, ces couples d'adjectifs non, sanitaire sale, difficultés financières, soirée médiocre, commentaires négatifs, sont plutôt négatifs. Alors avec des petites curiosités hein, comme banquette arrière, voilà, notre système le qualifie pour l'instant en négatif. Alors sans aucun antimilitarisme, hein, les systèmes sémantiques n'ont pas d'opinion. Obligation militaire, c'est obligation qui, je pense, tire ça vers négatif. Bon, donc voilà tout ça pour vous montrer que ces systèmes restent imparfaits. Mais aujourd'hui, dans les meilleurs des cas, on arrive quand même à avoir plus de 90% de précision dans les avis qu'on porte, ce qui est quasiment au niveau de la qualité de classification que donnent des êtres humains quand ils vont eux-mêmes annoter des textes, avec comme avantage d'être infiniment plus rapide, évidemment. Voilà, bon, j'espère que ça vous a intéressé, que je n'ai pas trop soulevé le capot. Et si vous avez des questions sur la technologie ou des usages, je suis à votre disposition. Des questions. Bonjour, François Chaumartin. Je suis de la société Proxem. Alors, rien qu'avec un nom comme ça, on se rend compte qu'on est plutôt un acteur technologique qu'un acteur du tourisme. Mais je vais quand même vous parler de, justement, le sujet de la journée, comment les big data peuvent permettre de booster aux stéroïdes, finalement, des cas d'usage dans le domaine du tourisme. En vous présentant plus particulièrement le projet Tourinflux, qui est un projet de recherche financé dans le cadre du concours des programmes d'investissement d'avenir et que l'on réalise en partenariat avec la société Silabs, le laboratoire d'informatique de La Rochelle et la Proged, et sous la labellisation de Cap Digital. Alors, pour vous présenter Proxem en quelques mots, on a été classé il y a 2-3 semaines par le journal du Net dans les top 20 acteurs des big data à suivre en France. Et notre spécificité, c'est d'aller exploiter les big data textuels, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans du texte. Notre métier de base, c'est de venir extraire de l'information de texte écrit par des humains. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui à la fois le projet Tourinflux et soulever un petit peu le capot pour vous parler des technologies sous-jacentes, sans utiliser de gros mots. Pour dire un petit mot sur l'activité de Proxem dans l'analyse des big data textuels, aujourd'hui on a identifié des cas d'usage à la fois dans la relation client, pour aider des marques et des entreprises à mieux comprendre les attentes des consommateurs pour les traduire en produits et services mieux adaptés. Et c'est dans ce cadre-là, disons, qu'on intervient dans le domaine du tourisme,
notamment pour faire l'analyse des retours de consommateurs sur des grandes enseignes de tourisme. On fait également l'étude d'enquête et de sondage, des études stratégiques, souvent en 2, 3, 4, 10 langues, pour aider notamment des sociétés industrielles à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur un marché global. Alors ça également, ça peut être intéressant dans le domaine du tourisme, j'y reviendrai dans un instant. Et enfin, pour la petite histoire, on a également une activité dans les ressources humaines, où on est notamment le cœur du nouveau moteur de recherche sémantique de l'APEC. Alors le tourisme, vous en êtes tous convaincus, c'est un secteur majeur de l'économie, qui permet en plus aujourd'hui de créer de l'emploi, de créer du chiffre d'affaires. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre une vision idéalisée que peuvent avoir les acteurs institutionnels sur leur territoire et la perception réelle du public. Et donc l'un des axes qui a permis la création de Tourinflux, c'est de dire qu'analyser ces grandes quantités de retours textuels, notamment des avis de touristes, sur là où ils ont passé leurs vacances, leurs attentes, ce qu'ils aimeraient avoir en termes d'infrastructures, en termes de gastronomie, en termes de sport, en termes de visites touristiques, donc à un niveau un petit peu macroscopique, mais également leur perception à un niveau très local sur des restaurants, des hôtels. Arriver à collecter et analyser toutes ces données permet de rectifier cet écart et finalement de prendre de meilleures décisions pour valoriser son territoire. Alors les volumes de données non structurées, c'est-à-dire du texte disponible, sont absolument colossaux, que ce soit sur des réseaux sociaux nouvelles modes comme Twitter ou Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux à l'ancienne comme les blogs, les forums. L'ensemble des données exprimées aujourd'hui sur Internet représente plus de 100 milliards de pages sur les données publiques. Donc les difficultés, c'est d'une part aller chercher ce qui va pouvoir intéresser les responsables d'une région, d'un département, d'un territoire, avec un niveau de granularité fine, et ensuite d'arriver à déterminer est-ce que ça parle bien de tourisme, par exemple par opposition à est-ce que c'est une description historique dans un roman, qui n'a pas du tout la même actualité ni le même intérêt, et d'arriver à en sortir finalement des facteurs de prise de décision. Et si possible, tout ça en temps réel, et si possible, tout ça en plusieurs langues. Et donc l'objectif de Citra, c'est de produire un tableau de bord pour visualiser en temps réel l'irréputation d'un territoire. Bon, ça c'est l'affiche qu'on avait faite qui donne un petit peu la vision. Il y a à la fois donc la collecte de centaines de milliers, de dizaines de milliers de commentaires en français, en anglais, en espagnol, en d'autres langues. Et l'objectif de Tourinflux, c'est de fournir aux différents décideurs, aux différents niveaux, un tableau de bord pour visualiser toutes ces informations et répondre à des questions très basiques mais également très fondamentales, comme quelle est la valeur de mon offre ? Est-ce qu'on parle de ma destination après les vacances ? Est-ce que j'ai touché la clientèle visée avec ma politique de communication ? Éventuellement de répondre à des questions vraiment stratégiques comme pourquoi les réservations ont diminué de 10% par rapport à il y a 2 ans. Et pour rendre toutes ces actions possibles, on s'appuie sur énormément de technologies pour faire la collecte du web, donc ce qu'on appelle du web mining, et ensuite venir comprendre du texte à travers des technologies de text mining, de data mining, de web sémantique, etc. Alors l'un des livrables très opérationnels, c'est, comme je l'ai indiqué, un tableau de bord. Là on a, disons, quelques données de quelques régions qu'on a récupérées donc, autour de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, l'Auvergne, Rhône-Alpes, etc. Et puis on vient déterminer finalement sur des dizaines ou des centaines de milliers de conversations quelles sont les thématiques dont on parle. Est-ce que par exemple c'est relatif à la géographie, au sport, à l'histoire, à la flore, aux activités, au type d'hébergement, à tout ce qui est agriculture? Si on fait un zoom par exemple sur les activités qui sont citées, est-ce que c'est se balader, aller à la plage, à la bibliothèque, aller à la chasse, faire les marchés? Les activités sportives, est-ce que c'est faire de la randonnée, aller à la piscine, aller à la pêche? D'où est-ce que ça vient? Quelles sont les villes qui sont citées? Avec la possibilité, quand on va cliquer sur un élément,
de faire ce qu'on appelle du drill down, c'est-à-dire de creuser plusieurs axes. Par exemple, de venir poser la question spécifiquement sur la Normandie, qu'est-ce qui apparaît en premier, d'aller cibler une zone, d'aller cibler une période de temps, et au final, en cliquant sur un histogramme, d'arriver jusqu'au verbatim qui ont permis, jusqu'au texte, qui ont permis de calculer cet indicateur numérique. Alors ça, c'est un point important, parce que dans beaucoup de systèmes qui donnent des statistiques, on ne fournit pas la possibilité de redescendre jusqu'au paquet de textes, 10, 20, 30 textes, qui permettent d'expliquer et de comprendre un phénomène. Il peut y avoir un phénomène d'opacité, ou il y a d'autres phénomènes qui interviennent également quand on fait de l'analyse textuelle, c'est qu'on a par exemple un avis extrêmement féroce sur un endroit, qui peut créer un effet épiphénoménal ou un effet anecdotique. Mais s'il n'y a qu'une personne qui a eu un problème et qui s'est exprimée d'une façon très vive, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème non plus. Donc être en mesure de mesurer et de mesurer l'évolution dans le temps, c'est ce qui permet de prendre de meilleures décisions. Alors tout ce qui est big data, on en entend parler depuis longtemps, disons depuis quelques années maintenant, avec un triptyque avec 3 V célèbres. On est aujourd'hui confronté à un volume de données qui devient vraiment colossal. Vous voyez, à l'échelle humaine, un morceau de musique stocké sur votre ordinateur, c'est de l'ordre du mégaoctet. Un film sur un DVD, c'est de l'ordre du gigaoctet. La capacité de votre disque dur, c'est de l'ordre du téraoctet. Le pétaoctet, c'est-à-dire 1000 fois plus, qu'est-ce que c'est ? Si vous allez au rayon de la FNAC de disques durs, vous regardez autour de vous, il y a à peu près 1000 disques durs, c'est un pétaoctet. Et puis après, il y a l'hexaoctet. Enfin, on arrive à du 10 puissance 15, 10 puissance 18 octets manipulables par l'humanité. Et l'humanité est rentrée il y a 2 ans dans l'ère du... Bon, alors je ne me souviens plus du nom de l'unité, mais voilà, je crois qu'on vise le iota-octet, voilà, donc des quantités vraiment phénoménales. La vélocité, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes ces informations-là arrivent parfois très vite. Quand vous couvrez un événement grand public, mettons ce que l'on va dire autour d'une émission de télévision ou l'élection de Miss France, vous allez avoir entre 50 et 200 000 tweets. Arriver à lire ça à l'œil nu, ça devient un petit peu compliqué. C'est aussi facile que d'essayer de boire à une bouche d'incendie. Le flot est trop important. Et le dernier V classique, c'est tout ce qui concerne la variété des informations disponibles sur des réseaux sociaux, dans des mails, dans la feuille Excel, s'exprimant sur des objets très différents, dans des langues très diverses. En plus de ces 3 V classiques des big data, quand on va traiter des big data textuels, on propose d'en rajouter un 4e, qui est le V de verbatim, donc ce qui est écrit. Et donc, étant donné un texte qui va décrire finalement une destination touristique, la première opération quand on va faire du text mining, ça va consister à prendre des stabilo-bus de couleurs différentes pour venir, entre guillemets, comprendre, je mets quand même des guillemets autour de comprendre, des éléments de sens. Et donc ça, c'est vraiment concrètement ce que l'on fait dans le cadre de Turin Flux. On vient donner des coups de stabilo-bus, mettons de couleur rouge, pour identifier des éléments de type sportif, randonnée, équitation, tennis, deltaplane, paraplane, etc. Des éléments de différentes couleurs, notamment bleu, pour identifier des éléments de type ville ou région, département, en jaune également, et d'autres éléments comme piscine, jardin, etc. Et plus on arrive à donner des coups de stabilo-bus, mieux on arrive, toujours avec des guillemets, à comprendre ce que dit un texte. À un niveau, disons, très unitaire, quelles sont les entités dont on parle, et ensuite, à un niveau un petit peu plus conceptuel, est-ce qu'on parle de prix, est-ce qu'on parle de qualité de l'accueil, de qualité du séjour, de propreté de la salle de bain, d'opinion favorable ou défavorable globalement, etc. Alors tout ça c'est imparfait. Ce qu'il faut bien comprendre, là on est dans une phase où il y a un vrai renouveau pour les technologies de l'intelligence artificielle, c'est que ce type d'intelligence reste justement artificiel et très lointain de ce que peut faire un être humain. D'une façon assez curieuse, nous on est des humains adultes, on se parle, on se comprend à peu près. Bon, parfois quand c'est dans une langue différente comme l'espagnol ou l'anglais, on hésite davantage, on peut demander à répéter.
Et on oublie qu'on a épuisé la patience de nos parents pendant 3-4 ans avant de savoir parler, et qu'on a fait 15 ans d'études avant de savoir faire du résumé de texte. Donc, apprendre à la machine à comprendre le langage humain et ses infinies nuances, alors que la machine ne sait fondamentalement qu'additionner des 0 et des 1, c'est très très compliqué. Ça nécessite plein de maths, assez curieusement, hein. On se ramène quand même à des problèmes mathématiques durs. Quand j'étais en maths sup et en maths spé et que j'apprenais l'extraction de valeurs propres de matrices de grande taille, je me disais que ça ne pouvait pas servir dans la vie de tous les jours. Bon, j'ai changé d'avis depuis. Ça peut servir à faire comprendre à la machine de langage humain, mais avec des tonnes de petits problèmes. Mais finalement, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des coups de stabilo-boss et on a transformé du texte dans une forme de carte d'identité. Finalement, on l'a transformé sous forme de données. C'est ça le text mining. Ça, on l'a fait sur un document. Maintenant, si on le fait sur 10, 100 000, 100 000 documents, en prenant du recul, eh bien, on transforme des centaines de textes ou des milliers de textes dans leur équivalent numérique. Et à ce moment-là, on peut basculer sur d'autres types de technologies qu'on appelle du data mining, où on va traiter plein d'indicateurs, trouver des corrélations, calculer ce qu'on appelle des scores de surreprésentation pour trouver finalement des affinités, pour identifier des scoops, voir quel est l'impact du temps. Est-ce que quelque chose a augmenté ou diminué par rapport au mois dernier, par rapport à l'an dernier? Et à partir de tout cela, on arrive à extraire des informations. Certaines de ces informations étant banales, par exemple en Auvergne, on mange de l'aligot. Bon, ça ne crée pas de scoop en tant que tel. Encore que, imaginez que vous êtes chinois ou vous êtes russe ou vous êtes brésilien et vous essayez de trouver pour votre population des destinations touristiques, vous allez peut-être découvrir la France sans savoir qu'on mange de l'aligot en Auvergne et le découvrir à cette occasion-là. Ou réciproquement, imaginons que vous proposiez des séjours en Chine. Entre le Sichuan et Pékin, vous avez une gastronomie qui est très différente. Vous allez peut-être redécouvrir des choses où la machine vous aidera à le faire. Donc il faut se méfier, disons, de la notion de banalité. La banalité, ce n'est jamais que ce qu'on connaît déjà nous. Voilà, et donc à partir du moment où on a fait du data mining et extrait plein d'informations, on peut faire de la data visualisation, fabriquer des tableaux de bord, fabriquer des graphes où on comprend mieux ce qui se passe, ou voir comment le temps influence les choses. C'est donc ça le terrain de jeu que l'on a sur Tourinflu, sachant qu'on rajoute 2 niveaux de complexité. Pardon, petit problème de slide. Le premier point, tout le monde parle ici français, probablement un petit peu anglais, éventuellement une deuxième langue européenne. Peut-être que quelques-uns dans la salle ont appris de l'arabe, du chinois, du russe, du portugais, etc. Mais personne ne va parler toutes les langues. Et donc un vrai enjeu, ça consiste à dépasser la barrière des langues pour rendre compréhensible tout simplement ce que des touristes néerlandais vont dire à propos de Nice ou de la région PACA. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Alors, c'est un créneau sur lequel on se positionne depuis quelques mois avec des résultats parfois spectaculaires. Alors, pas forcément dans le domaine du tourisme, là on n'a pas encore assez de recul. Mais par exemple, on a aidé l'un de nos clients qui vend des vêtements de sport en Chine à analyser les retours des consommateurs chinois. Et dès qu'on a mis en place le système, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de rater le marché chinois sur l'adéquation entre la taille des manches et la taille de la capuche. La morphologie étant un petit peu différente. Et ça, ils ne le savaient tout simplement pas. Et dans les idées que l'on pourrait facilement mettre en œuvre, vous avez en plus ici bien vu qu'il y a une appétence pour le tourisme et le tourisme de masse chinois. On pourrait imaginer aller analyser ce que disent en masse les touristes chinois sur votre ville et votre région, de façon à trouver ce qu'ils sont plutôt attirés par la gastronomie, par le vin, par la mer ou par d'autres éléments. Ça, c'est aujourd'hui des choses qui sont presque faciles à faire. Et voilà, dernier point de... Pardon, je suis désolé, oui, j'ai un petit souci de slide. Voilà, dernière difficulté, c'est d'arriver à intégrer un grand nombre de canaux de nature très différente, comme on l'a dit. Les choses relativement faciles à faire, c'est de venir intégrer des flux Twitter ou des flux Facebook, en tout cas des pages publiques Facebook.
Tout le reste est compliqué. Et on peut avoir de l'actualité, on peut avoir la feuille Excel qui traîne dans un coin où on a collecté quelques centaines d'avis, tout ce qui a été envoyé par mail spontanément, les questionnaires et sondages que l'on peut solliciter. Et notoirement, dans le cadre du tourisme, évidemment, les avis qui aujourd'hui sont postés sur un faible nombre de très grandes plateformes dont vous connaissez tous les noms, qui ont comme caractéristique d'être tous américains. Alors là, je fais une petite parenthèse, disons, de nature politique. Moi, ça me pose un souci qu'aujourd'hui, ce soit des grandes plateformes comme TripAdvisor, comme Booking, comme Hotel.com, qui viennent centraliser et détenir une forme de monopole d'accès à l'information sur, finalement, les avis touristiques. Et là, il y a peut-être une réflexion à mener au niveau du législateur pour rappeler que le droit d'auteur s'applique et que finalement, ce sont des touristes, des internautes, des citoyens qui ont déposé tous ces avis, et que ces avis, on ne peut pas faire un transfert de droits d'auteur et de propriété intellectuelle d'une façon finalement très unilatérale vers ces fameuses plateformes. Là, on est en plein renouveau actuellement dans le cadre de l'imagination de ce qu'on peut faire des données personnelles en Europe, où on a les CNIL qui sont à la fois, je gère ma schizophrénie à la fois de citoyens et de patrons de start-up, qui sont une bonne et une moins bonne chose, mais il y aura une vraie réflexion à faire pour faire en sorte que le législateur impose à ces grandes plateformes un droit d'ouverture et d'accès aux différents avis d'internautes et de touristes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aller collecter de l'information sur le web, c'est compliqué, et qu'analyser ces informations, c'est complexe? En premier, il y a effectivement ces histoires de monopole d'accès à l'information que vont avoir TripAdvisor, Booking, mais également, bien entendu, des gens comme Google. Et puis après, il y a le fait d'aller comprendre ce qui se dit, avec un exemple évident. Si vous cherchez à gérer la e-réputation de la ville d'Orange, vous allez être en conflit avec des gens qui ont plus de moyens publicitaires que vous. Et forcément, si vous collectez Orange sur le web, vous aurez davantage des choses qui vont parler de téléphonie mobile, éventuellement de couleurs, éventuellement de fruits, ou plus compliquées qui vont parler de tarte à l'orange, de canard à l'orange, d'agent orange, d'orange mécanique, etc. C'est ça la vraie difficulté, concrètement, du web mining et du text mining. Alors, dans le cadre de Tourinflux, qui, je le rappelle, est un projet de R&D, on a fait énormément de développement très technologique, on a déposé du brevet, on a constitué des connaissances à très large échelle pour, étant donné un texte, être en mesure de comprendre globalement de quoi il parle et localement de quoi il parle. On a constitué des ressources à large échelle pour savoir par exemple que le safari de Peaugres est un parc zoologique, que le Ventoux est un vin qui est une boisson alcoolisée, qui est une boisson, qui est un liquide, etc. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet de collecter énormément d'informations. Monsieur a parlé de Citra tout à l'heure. Je précise qu'on connaît bien les gens de Citra et qu'on commence à regarder comment travailler sur leur descriptif, sur la partie finalement textuelle et des commentaires qui sont associés au POI, de façon à venir extraire plus d'informations que ce qui est disponible en standard, en données structurées. Et pour finir, disons, cette présentation, un dernier petit point dont je souhaite parler, qui est l'analyse d'opinion ou l'analyse de sentiment. Bon, ça c'est quelque chose qui est notoirement complexe. Vous voyez, quand on dit le restaurateur était aimable comme une porte de prison, là on a ce qu'on appelle un valence shifter, on a rajouté quelques mots et on a complètement changé le sens de la phrase. Si on dit l'Auvergne, enfin rien ne vaut l'Auvergne, alors vous allez comprendre pourquoi je parle d'Auvergne, avec les mêmes mots on peut tout aussi bien dire l'Auvergne ne vaut rien. Oui, donc avec les mêmes mots mais en fonction de l'ordre dans lequel on les place dans une phrase, ça peut en changer radicalement le sens. Donc l'analyse d'opinion, c'est une tâche qui est extrêmement complexe, avec plein de maths, des maths dures et des milliards de mots qui servent à faire ce qu'on appelle de l'apprentissage. On arrive aujourd'hui d'une façon complètement automatique à déterminer que tous ces couples adjectifs-noms sont plutôt positifs. Donc superbe balade, joli appartement, joli château, paysage splendide. Et de même, ces couples d'adjectifs-noms
sanitaire sale, difficultés financières, soirée médiocre, commentaires négatifs sont plutôt négatifs. Alors avec des petites curiosités comme banquette arrière. Voilà, notre système le qualifie pour l'instant en négatif. Alors sans aucun antimilitarisme, les systèmes sémantiques n'ont pas d'opinion. Obligation militaire, c'est obligation qui, je pense, tire ça vers négatif. Bon, donc voilà, tout ça pour vous montrer que ces systèmes restent imparfaits. Mais aujourd'hui, dans les meilleurs des cas, on arrive quand même à avoir plus de 90% de précision dans les avis qu'on porte, ce qui est quasiment au niveau de la qualité de classification que donnent des êtres humains quand ils vont eux-mêmes annoter des textes, avec comme avantage d'être infiniment plus rapide, évidemment. Voilà, bon, j'espère que ça vous a intéressé, que je n'ai pas trop soulevé le capot. Et si vous avez des questions sur la technologie ou des usages, je suis à votre disposition. Des questions.